Bien, Maître Leclerc, soyez le bienvenu à l'Assemblée nationale. L'Assemblée a décidé dans le cadre de la commission des lois, avec le président Urvoas, de confier à Georges Fenech et moi-même une étude en ce qui concerne la révision des décisions pénales. Donc c'est une mission qui, pour la première fois, est confiée à deux députés, un de la majorité que je suis et un de l'opposition, moi-même avocat, Georges Fenech magistrat, mais ça c'est les hasards de l'histoire. Nous avons souhaité vous entendre parce que nous connaissons vos engagements, votre humanisme et la qualité qui est la vôtre dans tous les combats judiciaires que vous avez pu mener. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, Georges Fenech et moi-même, à la révision des décisions pénales? Parce que c'est le fondement même de l'état de droit. L'état de droit repose d'un côté sur l'autorité de la chose jugée, car sans autorité de la chose jugée, il ne peut pas y avoir, bien évidemment, de sécurité judiciaire, et pour les victimes et également pour les condamnés. Mais également, l'état de droit, il repose sur le fait que jamais un innocent doit être en prison. Et qu'en tout cas, on doit faire en sorte que notre législation permette de réviser les erreurs judiciaires. Les erreurs judiciaires, vous connaissez ça, tout juriste connaît ça, et est toujours terrifié à l'idée de l'erreur judiciaire et d'avoir ne serait-ce qu'une personne en prison, alors qu'elle est innocente. Il faut dire que nous avons actuellement deux sortes de révisions. La révision des décisions et le réexamen de celles-ci. C'est les articles 622 et suivants. La révision, c'est lorsqu'il y a un fait nouveau ou un élément inconnu au moment où la juridiction a statué, qui doit entraîner un doute susceptible, bien évidemment, d'être déterminant. En 1989, on a changé. Auparavant, il y avait doute sérieux. Maintenant, c'est doute simple. Mais le mot simple n'est pas dans la loi. Il y a doute. Deuxième chose, nous devons constater que seulement 8 affaires ont fait l'objet d'une décision favorable de la Cour de révision depuis 1945. C'est-à-dire environ une tous les 10 ans. On ne peut qu'être interpellé. Alors même que si l'on constate les effets de l'appel des décisions de cour d'assises, il y a eu beaucoup plus qu'une affaire tous les 10 ans de condamnation qui s'est traduit ensuite par un acquittement. Alors nous avons à nous poser tout un certain nombre de questions, d'autant plus que la Cour de cassation, année après année, demande que l'on révise la loi. Elle demande que l'on révise la loi, et Dieu sait que s'il y a un bon connaisseur de la procédure en cour d'assises, c'est vous-même, sur les problèmes suivants. Il faut de manière absolue pouvoir conserver les preuves qui permettent d'établir ces faits nouveaux. Faut-il assurer l'enregistrement de toutes les affaires d'assises, alors que c'est une possibilité très rarement utilisée? Nous avons même entendu des avocats nous dire qu'ils ne sollicitaient pas cela de la part des magistrats pour ne pas les indisposer. Authentique ce que je veux dire. Deuxième chose, donc l'enregistrement, éventuellement, mais c'est pour l'histoire, comme on dit, pour passer en film avec une caméra dans des dossiers soit plus importants que d'autres. Mon collègue Georges Fenech, qui est avocat général de profession et qui était dans l'affaire Barbie, bien sûr, voilà, ce genre de dossier. Troisième chose, en ce qui concerne les notes des greffiers. Ici, tout ce que nous disons à l'Assemblée nationale est pris mot après mot. Il n'y a pas un mot
qui échappent. Ce n'est certainement pas le cas dans les cours d'assises. Autre problème, la motivation des décisions. Je suis un juriste, je suis un avocat, que l'on admette soit qu'il n'y ait pas de motivation, c'était ce qui se passait avant 2011, soit qu'il y ait une motivation extrêmement légère, mais en accord avec la juridiction européenne qui a dit que, a priori, c'est l'affaire Agnolet, dans son dernier paragraphe, il pourrait y avoir une acceptation de cette loi de 2011 applicable en 2012. Nous nous interrogeons avec Georges Fenech pour savoir s'il ne faut pas aller au-delà, et nous l'avons demandé chaque fois à tous les hauts magistrats qui sont venus là. Car on a le droit de savoir pourquoi on est condamné. Et je vois mal, à partir du moment où il y a un double degré de juridiction, on puisse accepter une motivation très succincte, ce qui empêche de présenter sa défense en cas d'appel. Et puis le président Moignard, président de la Chambre de révision, nous a dit et a attiré notre attention sur le fait que la jurisprudence européenne exigerait qu'il y ait une motivation sur le montant de la peine et non pas simplement sur la culpabilité. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas encore comme cela, mais incontestablement, on s'y oriente. Ça, ce sont sur toutes les propositions de la Cour de cassation. Et puis, nous nous posons de nombreuses autres questions. Première question, est-ce que, alors même qu'on nous indiquait que la commission de révision effectuait un travail remarquable, avec Mme Anziani en particulier, quels pouvoirs doivent être donnés à la Chambre de révision, à la commission de révision? En particulier, peut-elle remettre en liberté quelqu'un ou pas? Nous venons de quitter M. Louvel, qui est vent debout contre cette possibilité. Puisque c'est l'affaire Le Prince, il a fallu réincarcérer ensuite. Deuxième chose, en ce qui concerne les pouvoirs de la commission de révision, est-ce qu'elle doit avoir tous les pouvoirs d'un juge d'instruction, c'est-à-dire reprendre en gros la rédaction de l'article 81 et non pas simplement améliorer la rédaction de l'article 623, si mes souvenirs sont bons. Et puis, quant à la composition même de la Cour de révision, autant sur la commission de révision, nous n'avons pas eu de proposition spécifique. Sur la Cour de révision, globalement, pratiquement personne ne nous a soutenu qu'il fallait qu'elle reste comme elle est actuellement. C'est quand même très rare, parce que nous avons entendu tous les plus hauts magistrats du pays. Deux possibilités existent. Première possibilité, c'était ce qui était proposé par Mme Lazerge, qui semble faire un certain consensus, je dis bien un certain, qu'il y ait 2 magistrats par chambre de la Cour de cassation, plus un président, c'est-à-dire 13 membres. Le chiffre est un peu malheureux, mais enfin, si une nouvelle chambre, ça fera 15. Donc, 13 membres, désignés pour 3 ans, renouvelables, sans que la composition soit à la main, soit du président de la Cour de cassation, soit du président de la Chambre criminelle. M. Louvel nous a proposé éventuellement, ainsi que notre confrère Le Borgne, une autre possibilité qui serait une juridiction nationale spécialisée qui pourrait être composée pour partie d'un jury sélectionné sur une base nationale et de magistrats spécialement désignés. Nous avons entendu M. Agré qui est totalement opposé à une telle solution, nous disant que lui, qui vraiment connaît de l'intérieur le mieux ces problèmes, dit qu'il faut que ça reste absolument des magistrats. Et sinon, cela n'y voyait que des désavantages. Ensuite de cela, nous avons à nous poser les questions suivantes qui ont été beaucoup débattues. Faut-il mettre en équilibre le fait nouveau en cas de condamnation et le fait nouveau en cas d'acquittement? Le président de la Chambre criminelle estime que cela est naturel. Le procureur général également.
d'autres magistrats estiment que non, que l'acquittement, c'est l'acquittement, on ne revient pas. Mais il faut admettre que ça pose une question. Et bien évidemment, c'est tout le rôle qui est confié à la partie civile, c'est-à-dire à la victime, qui doit également intervenir. Il nous a été posé aussi la question suivante. Faut-il laisser à la commission de révision la possibilité de remettre en liberté ? Le président Louvel est farouchement opposé à cette solution. En revanche, un certain nombre de personnes nous ont dit « laissons les choses comme elles sont, c'est la possibilité actuellement ». Et ce n'est pas parce que quelqu'un est libéré et est remis ensuite en incarcération à la suite de la décision de la Cour qu'il faut revenir contre ce qui peut être considéré quand même comme un certain progrès, c'est-à-dire que la commission qui a instruit puisse à un moment donné décider la remise en liberté, et puis si la Cour de révision décide qu'il faut réincarcérer, on réincarcère. Enfin, dernière question, quels sont les pouvoirs que l'on doit donner à la Cour de révision et est-il opportun que celle-ci, notamment lorsqu'il n'existe plus aucune charge, renvoie devant une autre cour d'assises ? C'est bien évidemment une décision très importante, alors même que l'on sait que dans l'affaire Machin, par exemple, l'affaire n'est toujours pas terminée, en tout cas en ce qui concerne l'indemnisation, alors même qu'elle remonte désormais à plus de 4 années. Voilà, nous voulons arriver à la suite de ce rapport, à faire une proposition de loi qui passera dans une niche parlementaire du groupe auquel j'appartiens à la fin du mois de février. Maître Leclerc, je suis très honoré d'être votre confrère, je vous le dis, et de tous les combats que vous avez pu mener. Ici, je suis là en tant que rapporteur et en tant que député de l'Assemblée nationale, et c'est avec grand plaisir que je vous écoute. D'être ici, plusieurs choses. D'abord, je regrette que M. Fenech ne soit pas là, mais je connais très bien M. Fenech, justement, pour avoir mené quelques combats contre lui. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui connaît la question. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que si je me souviens bien que je n'ai pas eu le temps, compte tenu de la rapidité avec laquelle j'ai pris ce rendez-vous, m'avait accordé ce rendez-vous, je n'ai pas eu le temps de réviser ma leçon. Mais si je me souviens bien, il a fait une proposition de loi en 2007. Voilà. Et je me souviens même vaguement des orientations de sa proposition de loi qui prévoyait de fusionner la révision et le réexamen et de fusionner la commission et la cour de révision, si je me souviens bien. Enfin, ça n'a pas d'importance. Voilà, et de se passer de la notion de doute à la notion de... Alors, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. Bon, je fais remarquer que je viens ici comme remplaçant le président de la Ligue des droits de l'homme qui n'a pas pu venir et qui a préféré, de surcroît, faisant confiance à ma connaissance du sujet, de venir plutôt vous parler. Par ailleurs, je suis vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je sais que vous avez entendu Mme Nazer, je sais ce qu'elle vous a dit, et même si cette commission peut avoir des vues différentes, même si je ne suis pas forcément d'accord avec elle, je suis pratiquement d'accord avec tout ce que vous a dit Mme Lazerge pour commencer. Deuxièmement, je représente la Ligue des droits de l'homme ici. Je dirais qu'en ce qui concerne la révision, la Ligue des droits de l'homme a quelque chose à dire, puisqu'elle existe parce qu'elle s'est créée en 1898 sur un problème de révision, puisqu'elle s'est créée au moment du procès Zola, pour, entre autres, mais c'était l'essentiel de son combat, c'est pour ça qu'elle a été créée, pour demander la révision du procès de Dreyfus, qui fut révisé, recondamné, et à la fin, la Cour de cassation, d'ailleurs, décida non seulement la révision, mais décida qu'il n'y avait plus rien à juger et qu'il ne convenait pas de rejuger le capitaine Dreyfus. C'est vrai qu'il aurait fallu le juger devant un conseil de guerre et que ça risquait de poser encore quelques problèmes. La Ligue des droits de l'homme a mené beaucoup de combats. Le Durand, le syndicaliste Havray, immédiatement, et puis les gens comme Seznec, bien sûr, le très long combat qu'a mené la Ligue des droits de l'homme après la guerre de 14 pour la réhabilitation des mutins, avec toutes les procédures qui ont été obtenues. C'est un combat d'ailleurs qui n'est pas encore terminé. Mais, puis plus récemment, un certain nombre d'autres choses. Je me souviens avoir mené à la Ligue des droits de l'homme, depuis que j'étais très jeune d'ailleurs, un combat pour Miss Etienneau,
qui étaient des gens de l'Indre, de Châteauroux, qui avaient été condamnés. Je connais très bien le dossier, à mon avis, très injustement. Et, bon, j'ai connu et Seznec, bien sûr, et j'ai connu tous ces problèmes. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre. Je ne sais pas si j'y répondrai vraiment dans l'ordre. Je considère qu'un certain nombre de choses sont acquises. J'ai, comme avocat, et là aussi je parle au nom de la Ligue des droits de l'homme, mais je ne dirais pas qu'il y a une position monolithique, il faut le savoir. C'est une position que je vais vous développer, qui est en gros celle de la Ligue des droits de l'homme, mais enfin, qui est aussi imprégnée de mon expérience personnelle. Alors, d'abord, première chose, je dois dire que le jour où on abandonnait le fait nouveau qui établit l'innocence et qu'on est arrivé au doute, c'était quand même très bien. Bon, ça a changé, ça a changé. Et surtout, qu'on a abandonné, en ce qui concerne le quatrième moyen, l'obligation de passer par le garde des Sceaux. Je suis allé voir combien de directeurs des affaires criminelles et des grâces, voire quelques gardes des Sceaux, pour demander la révision d'affaires pénales. Et donc, il fallait obtenir du garde des Sceaux qu'il considère que les éléments permettent de saisir la commission, puisque nous n'avions aucune possibilité de saisir la commission. Il y a donc eu un progrès considérable, je dirais, une mutation de fond dans la révision, en particulier celle de 89, qui passe au doute et qui permet à la personne d'agir directement. C'est quand même la moindre des choses. Je dirais que, d'abord, ce sujet, il y a un certain nombre de points qui doivent s'interpréter à la lumière d'évolution du droit. Je pense en particulier au problème de la motivation sur lequel je vais revenir. Le texte prévoit d'abord 4 motifs. Bon, il est trop lourd. Il faut supprimer les 3 premiers. Pourquoi? Parce que les 3 premiers sont inclus dans le dernier. Il est bien évident que le faux témoignage, le mort qui ressuscite, ou le premier, je ne sais même plus ce que c'est. Bon, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Si, c'est quand on a trouvé un autre coupable. C'est quand on a trouvé un autre coupable. Quand quelqu'un a été condamné après pour le même fait. Bon, ça ne se voit. Il n'y a que Roland Agré qui a d'ailleurs été révisé parce qu'on avait condamné pour faux témoignage une des personnes qu'il avait fait condamner. Mais, à mon avis, Christine Nazaire, je l'ai dit, je suis entièrement d'accord avec elle, il faut fusionner, le 3e suffit. La résurrection du mort, c'est évidemment un fait nouveau. Bon, donc, je pense que ce n'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Simplifions les textes. Il y a 3 moyens qui ne servent à rien et qui peuvent s'inclure dans le dernier. Dans le dernier, il y a un problème. Il y a le mot doute, d'une part, il y a le doute, d'une part, et il y a, d'autre part, le fait nouveau ou l'élément inconnu. D'ailleurs, il y a des décisions qui parlent de fait inconnu. C'est clair. En fait, ça ne veut rien dire. Certes, on peut discuter longuement. Moi, j'ai eu des discussions, car j'ai eu tellement de discussions sur ce sujet, pour savoir si le fait nouveau était quelque chose de précis et si l'élément nouveau était quelque chose de plus diffus. On peut discuter longtemps sur le fait nouveau, l'élément inconnu, pardon. Et l'élément inconnu, mais la vérité, c'est que la Cour de cassation n'utilise que le mot fait nouveau par raccourci. Moi, je trouve que l'élément inconnu, c'est mieux. Voilà. Je le dis franchement, je trouve que c'est plus large, et je trouve qu'à un moment où tout le monde se plaint qu'il n'y ait pas assez de révision, il est bon que cet élément inconnu absorbe tout, c'est plus simple, et ça dit bien ce que ça veut dire. Ça me paraît profitable, je le dis tout de suite. Mais ce n'est pas très important. Le doute, c'est beaucoup plus important. Le doute, c'est beaucoup plus important parce que je ne suis pas pour qualifier le doute. Je ne suis pas pour qualifier le doute. Faible doute, léger doute, doute substantiel, doute... Alors, il y a quelque chose, le doute raisonnable, qui est la grande conception de la justice anglo-saxonne, le doute raisonnable. Bien sûr qu'il est raisonnable, le doute. Car il faut revenir à ce qu'est l'élément fondamental de la condamnation. On se résume un petit peu à la cour d'assises parce que c'est le plus significatif. On pourrait aussi parler des problèmes correctionnels, mais ça nous amènerait trop loin. Restons à la cour d'assises. On a introduit dans le serment des jurés et dans la lecture le doute. Les jurés doivent effectivement savoir que le doute doit profiter à l'accusé.
Il y a quelque chose qu'il faut lire qui est absolument passionnant pour ceux qui en ont le temps. Mais au Parlement, on a tous les documents qu'il faut. Ce sont les débats de 1791 qui aboutissent à la création du jury. Débats que j'ai lus intégralement et qui sont d'une lecture fabuleuse. Fabuleuse parce qu'on comprend tout. Et ils ont tout dit, les députés à l'Assemblée nationale. Et leurs textes ont été pris, peut-être étaient-ils écrits à l'avance, y avait-il une forme de sténo, en tout cas on a leurs interventions. Et ils inventent quelque chose, et on voit inventer quelque chose. Non seulement le jury, qui est une conception à la fois voltairienne et rousseauiste, voltairienne parce que c'est le jury anglo-saxon, qu'ils vont d'ailleurs appeler jury avec un Y, ce que leur reproche dans le Moniteur un fanatique de la langue française qui dit que c'est absolument scandaleux qu'on ait pris la domination anglaise. Mais ce qui est important, on voit l'être le jury, institution qui sent les rues, les champs et les bois, enfin bon, bien. Et je crois que c'est très important, le jury. Mais surtout, ce qu'on voit naître, c'est l'intime conviction. La notion d'intime conviction est très mal comprise. Je ne sais pas ce que vous ont dit les différentes personnes qui sont là, parce qu'on va être obligé d'y revenir dans un instant. L'intime conviction et le doute. L'intime conviction, c'est longuement expliqué, et c'est expliqué tout à fait complètement dans l'article 353 du Code de procédure pénale qu'on lit à la fin des audiences. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, et la suffisance et la plénitude de preuve. Elle leur fait que c'était l'obligation de s'interroger dans leur conscience sur l'impression qu'a fait sur leur raison, c'était le mot central, leur raison, les preuves. Le deuxième mot, les preuves rapportées par l'accusation et les moyens de sa défense. Elle ne leur fait que cette unique obligation, avez-vous une intime conviction. Or ça, c'est longuement expliqué dans le débat. C'est la raison. C'est-à-dire qu'on abandonne le système des preuves légales. On abandonne les preuves préétablies. Ça n'existe pas. C'est la raison. Alors, c'est vrai que... donc, c'est le doute, il est lorsque la raison n'est pas convaincue. Bien. Quand on n'a pas la conviction, on a le doute. Ceci étant, il est évident que les choses ont évolué. Le doute, bon, bien sûr que le doute, c'est le doute de la raison. C'est le fait que les choses ont évolué. Les choses ont évolué et il est vrai qu'aujourd'hui, l'exigence de motivation est devenue indispensable. Elle est devenue indispensable pour de nombreuses raisons, qui sont des raisons d'évolution de la pensée, d'évolution de la structure juridique même, de la conception même qui est celle de la Convention européenne des droits de l'homme, venant après d'autres textes internationaux, mais la motivation est quand même au cœur de la notion de procès raisonnable. Je sais bien que la Cour européenne a un peu tâtonné, bon, mais on est arrivé maintenant, ça y est, il faut motiver. Elle avait estimé à un moment qu'il suffisait en gros, de faire des questions multiples. Et certains présidents de cour d'assises s'y sont essayés. C'était très compliqué. Et ils avaient là un nœud à cassation qui était constant. Donc, le problème de la motivation était évident. C'est vrai que ce problème est au cœur de la notion. Je suis sur les principes fondamentaux, pas encore sur l'organisation. Ce problème est au cœur de la notion d'éléments nouveaux. Parce que la motivation va effectivement permettre à celui qui apprécie une décision de savoir si le fait nouveau ou l'élément inconnu, bon, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas dramatique, mais je préfère l'élément inconnu, mais ça, qu'importe. Je l'appelle finalement fait nouveau, on en a tellement l'habitude que c'est plus simple. Mais le fait nouveau, il faut qu'il existe par rapport à ce qu'a été le débat. Or, le principe absolu du débat de la cour d'assises, c'est que c'est un débat oral. C'est-à-dire que rien de ce... La seule chose sur laquelle les jurés et les juges peuvent se pencher, c'est ce qui a été abordé à l'audience. S'il existe un point dans le dossier qui n'a pas été abordé, il est évident que les jurés ne peuvent pas statuer dessus, puisque tout est oral. Tout. Et qu'on ne peut pas leur communiquer le dossier, ce serait d'ailleurs un peu compliqué, et que si on leur lit une pièce, on est obligé de lire la pièce intégralement, de le dire, etc. Et donc, nous avons une procédure totalement orale.
Et de cette procédure totalement orale, il peut échapper quelque chose. Je sais bien qu'aucun président n'est pervers, c'est des magistrats et je ne me permettrai pas de le laisser insinuer, mais certains présidents peuvent avoir mal lu le dossier, par exemple, ça peut exister. Bien. Et le problème, c'est que les jurés vont statuer sur les éléments qu'on leur a donnés et pas sur autre chose. Or, quand l'analyse de la révision va venir sur la requête qui aura été faite selon les procédures que nous allons voir dans un instant, lorsque la révision va venir, qu'est-ce qui va être entre les mains de ceux qui vont préparer la révision? Le dossier. Et si un élément se trouve dans ce dossier et n'a jamais été évoqué, je dirais, l'avocat est nul de ne pas l'avoir évoqué si cet élément était de nature à établir l'innocence ou du moins à faire naître un doute. Il y a quelquefois des avocats qui ne sont pas complètement parfaits. Et nous arrivons à une situation qui est celle d'une intime conviction formée sur des éléments oraux à l'audience, alors que la révision ne va être étudiée que sur un dossier écrit. C'est un problème. C'est un problème et vous avez tout à fait raison de poser les questions sur la mémoire de l'audience. Alors cette mémoire de l'audience, ça peut être la motivation. Christine Lazaire, je sais, vous l'avez dit, et vous avez même fait une déclaration complémentaire. Il se trouve que j'avais une réunion avec elle hier et j'en ai donc parlé sur ce problème de la motivation. Je crois qu'il est extrêmement important. Alors, je le sais parce que j'ai connu l'ancien système et le nouveau. J'ai donc eu, même s'il m'arrive peut-être un peu moins souvent de plaider aux assises aujourd'hui, mais j'y plaide encore et quand c'est fini, je me précipite pour avoir la motivation sur une page, en 4 paragraphes. Motivation éthique, motivation totalement insuffisante, motivation qui arrive à la fin d'une audience d'assises épuisante, d'un délibéré très long. On a un délibéré de 10 heures l'autre jour et il va falloir rédiger une page. À la fin, le président et les assesseurs sont épuisés. C'est soit le président, soit un des assesseurs qui rédige, qui tient la plume. En général, le président n'en pouvant plus laisse un assesseur le faire. Et on a une motivation qui est une motivation éthique, qui est une motivation faible. Alors là, je pense qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un problème, mais là, s'ajoute à ça, j'en suis tout à fait conscient, un problème technique. C'est-à-dire comment rédiger une motivation dans le temps, alors que on est dans cet état effrayant où sont les avocats lorsqu'ils attendent une décision de cour d'assises, les avocats et encore plus d'ailleurs les accusés, quand ils attendent une décision de cour d'assises et qu'on fait attendre dans cette angoisse infernale et rédiger un texte, il faudrait 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'en sais rien. Alors c'est vrai qu'il y a un problème là, un vrai problème. Et que le problème de la motivation, je pense que la motivation devrait être renvoyée à la Cour, qui rédigerait la motivation dans les jours qui suivent. Après tout, on peut faire confiance aux magistrats en disant tel a été le sens de la délibération du jury, en mentionnant les éléments à charge et les éléments à décharge. Car les éléments à décharge ayant été mentionnés, cela pourrait couper la porte quelquefois à des éléments nouveaux. Deuxième point, alors la télé. Moi, je suis pour la télé. Enfin, j'ai fait partie de tellement de commissions à ce sujet, je ne sais plus où on en est. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai participé à des procès où la télévision était ordonnée pour des raisons historiques, et à un certain nombre. J'ai participé à d'autres procès qui sont intéressants, où le procès se déroulait dans une salle de la cour d'assises, alors que simultanément, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le public et toute la presse, un procès télévisé se déroulait dans la pièce à côté, où on reproduisait l'ensemble des débats. Il y avait une caméra. Ça ne gêne personne. Personne ne la voit. On ne voit plus la caméra quand on est dans une audience. La caméra disparaît. Donc, aucune difficulté pour faire la caméra. Aujourd'hui, d'ailleurs, en matière criminelle, les interrogatoires d'assises, les interrogatoires de police sont filmés. Pour les mineurs, ça existe depuis longtemps. Et je peux dire que c'est extrêmement important pour 2 raisons. D'abord, c'est vrai qu'il y a en plus la présence de l'avocat maintenant, alors mais les questions des policiers ne sont plus les mêmes. C'est plus la même chose. Il y a un changement.
Et on ne voit plus, j'ai vu un procès l'autre jour où c'était avant cela, la façon dont étaient rédigées les dépositions n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc là, c'est un progrès considérable. Moi, je suis. Alors, bien entendu, on pourrait prendre la méthode américaine, c'est-à-dire la sténotypie intégrale des procès. Ça coûte un peu cher, c'est l'ennui. Sans ça, évidemment, c'est parfait. La sténotypie intégrale, avec signature tous les soirs. Bon, bien. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On peut faire l'enregistrement audio aussi. Mais je pense qu'il faut une mémoire. Alors maintenant, l'élément nouveau. Maintenant qu'on détermine ce que peut être l'élément nouveau par rapport à quelques modifications qui ne sont pas sans grande importance, qui sont sans grande importance, et le problème est celui de la procédure. Donc, sur la procédure, que faire? Nous avons donc maintenant, tout de même, on a écarté le ministère de la Justice, c'est directement la procédure devant la commission. Il y a deux éléments. Le premier, convient-il de donner à cette commission des pouvoirs d'investigation comparables aux ceux du juge d'instruction à l'article 81.2? Oui. 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 Convient-il d'organiser véritablement la défense? Bien entendu, oui. Possibilité de faire toutes les demandes qui sont prévues dans le Code de procédure pénale? Oui. Et possibilité de faire le débat le plus contradictoire possible, possibilité de demander l'audition de témoins, de demander une expertise, etc., etc. Je suis donc pour que devant la commission, les pouvoirs de la défense soient les plus larges possibles. Je suis également partisan, bien entendu, qu'on légalise la présence de la partie civile. Je suis résolument contre, je le dis tout de suite parce qu'on n'ira pas plus loin, résolument contre l'idée d'une révision sur un acquittement, pour des raisons qui sont des raisons de principe. Je dois dire que j'ai pris beaucoup position à ce moment-là contre la loi de 2002 et la possibilité pour les parquets de faire appel des décisions d'acquittement devant les cours d'assises. Comment? C'est moi qui avais obtenu en 2000 le fait que l'on ne puisse pas... J'en parlais à Christine Lazerge il y a 3 jours, et justement, elle ne m'a pas dit que c'était vous, et elle m'avait dit qu'on avait réussi à éviter ce coup-là, et c'est la loi Drey de 2002 qui a introduit la possibilité pour le parquet général de faire des appels pour les raisons, et il me paraît évident aussi que le principe fondamental de l'impossibilité de revenir sur un acquittement qui est véritablement ancré dans nos racines judiciaires. Alors, dans le cadre de l'appel, je dirais que même si c'est mauvais, c'est encore concevable puisqu'il y a une nouvelle. Mais dans le cadre de la révision, qu'après quelqu'un qui a été acquitté et on dit ah mais bon, c'est pas possible. Donc je suis contre. La composition de la commission. Faut-il la modifier? Je pense oui. Je pense que oui. Je crois là aussi qu'il n'est pas un... Pardon? D'abord de la commission. D'abord de la commission. Oui, attendez, je pense qu'il faudrait peut-être un peu la modifier. Mais là aussi, peut-être... Alors, il y a un aspect qui peut être envisagé, mais que j'abandonne. C'est l'aspect d'une commission élargie faisant à la fois instruction et jugement, avec 3 membres délégués à l'instruction, etc. C'était une chose qu'on a abordée. Finalement, je crois que c'est complexe. Donc, finalement, la commission, on peut la changer sur 2 choses. Faut-il y introduire des magistrats qui ne soient pas des magistrats de la Cour de cassation? Peut-être. Avec cette crainte que ce soit ces magistrats qui fassent tout le boulot et qu'en définitive, on se résume à des magistrats de tribunal qui seraient là pour faire le travail, alors que les autres se contenteraient d'enregistrer, ce qui ferait en gros 2 cours de révision l'une sur l'autre. Donc, finalement, le problème, c'est peut-être le choix. Alors, convient-il de la composer un peu comme la commission de réexamen, c'est-à-dire de prendre des gens... C'est pas très grave, ça. Alors, la commission de révision, la cour de révision, oui. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. La cour de révision, ça ne marche pas. La cour de révision, on amène 30 ou je ne sais plus combien de magistrats qui suivent des débats oraux. Ah, c'est bien, mais ça n'a pas du tout la même signification qu'en cour d'assises. Ce sont des débats qui sont par nature brefs. Ce sont des débats où on entend le rapport de la commission, le parquet prend sa position, la partie civile intervient déjà aujourd'hui, d'ailleurs, bien que ça ne soit pas dans la loi, la partie civile peut intervenir. Mais
tout cela, à mon avis, nécessite un changement de la cour de révision. Alors, il y a plusieurs possibilités. Christine Lazaire, je vous en ai proposé une qui me paraît assez satisfaisante. Je suis par contre tout à fait hostile, moi, à l'idée de Jean-Yves Le Borgne. C'est-à-dire à l'introduction de jurés devant cette juridiction. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, ou alors il faudrait dire qu'on refait là une sorte de procès d'assises. C'est absolument absurde. Faudrait-il désigner des membres de la société civile, c'est-à-dire des personnes qualifiées? Puis-je dire qu'en matière judiciaire, je n'aime pas tellement ça? Sauf sur des points très techniques, peut-être. Bien sûr, on peut envisager dans des procès très techniques d'inclure des personnalités compétentes. On peut envisager. Là, non. Je suis partisan que ce soit des magistrats. Je suis partisan, là, donc je suis contre le jury et je suis contre l'échevinage. Position qui peut paraître très réactionnaire, mais que je trouve préférable parce qu'il y a quand même une sûreté d'appréciation dans quelque chose qui est très difficile. Bon, je pense donc que l'idée qui consiste à prendre dans chaque chambre avec un président, tout ça, je pense qu'il faut sortir de la cour de révision telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire de faire de la chambre criminelle une cour de révision. Ça ne signifie rien, c'est quelque chose qu'il faut changer. Alors, vous m'avez posé quelques autres questions qui vous préoccupent en ce qui concerne la procédure. Je crois qu'il faut bien voir quelque chose. Quand on arrive, je ne dis pas à la fin, mais enfin, tout de même, en un temps assez grave dans l'exercice de cette profession, puisqu'il y a 57 ans que je plaide, je dirais 55 que je plaide aux assises, on a une certaine philosophie des choses. Et en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut savoir et que je crois vraiment dont le législateur doit se rendre compte. Il y a des innocents en prison. C'est très difficile parce que, pour un avocat de le savoir. Parce qu'il plaide souvent l'innocence. Et il est convaincu quand il plaide. Mais je dirais que, alors, bien entendu, l'avocat rentre chez lui désespéré, disant, ça y est, un innocent a été condamné. Et puis, le temps passe. Et au bout moi j'ai l'habitude de dire aux jeunes avocats que je forme, lorsque vous pensez qu'un homme a été injustement condamné et que ça vous empêche de dormir 15 jours, 3 semaines après, alors là, revenez parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais c'est vrai que la conviction d'un avocat passe comme ça un peu avec le temps. Mais je sais qu'il y a des gens. De même, alors bien sûr, on me dira, mais il y a des coupables dehors. Oui, bien sûr, il y a des coupables dehors. Mais c'est le prix que l'on paye pour ne pas qu'il y ait d'innocents en prison. La révision, c'est une chose qui est absolument indispensable. C'est une soupape de sûreté à ce système absolu qui est le nôtre. Alors, là, je ne vous dirai pas. Moi, je pense qu'il faut profondément modifier notre procédure d'instruction. Évidemment, je n'interviendrai pas plus longtemps. J'ai participé aux travaux pendant 2 ans, aux travaux de la commission d'Elmas-Marty. Nous avons donc sur ce sujet un certain nombre d'idées qui sont dépassées aussi, mais enfin qui ont apporté des éléments très importants. Et je pense qu'il faut changer la procédure. Bien, je ne reviendrai pas. Mais je dirais que ce qui est important, c'est la façon dont se forge la conviction, y compris la conviction du jury. Comment se forge-t-elle? C'est extrêmement intéressant de constater quelque chose que j'ai pu constater dans toute ma vie d'avocat. J'ai lu un jour dans un livre du grand archéologue Leroi-Gourhan une formule qui m'a beaucoup plu. Il pourfendait les gens qui prévoyaient dès qu'ils avaient trouvé un os, disaient immédiatement la religion de celui qui avait cet os il y a 30 000 ans, etc., etc. Il les pourfendait et il disait, c'est curieux cette propension qu'on les fait à s'aligner dans le même sens pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. J'ai toujours beaucoup aimé cette formule, pas toujours, enfin depuis un certain temps, depuis que je l'ai lue. Pourquoi? Parce que comment travaille la police? Et c'est normal. La police, elle est obligée, quand elle veut élucider un crime, de faire des hypothèses. Alors, il y a des cas où tout ça s'élucide très vite, on a tout de suite la vérité, il n'y en a pas, mais il y a des cas où c'est difficile.
Et quand on fait des hypothèses, à un moment, on trouve une solution et on éclaire les faits. Et les faits étant éclairés, s'alignent. Et curieusement, on arrive chez le juge d'instruction, les faits sont déjà alignés. Et puis on sort de chez le juge d'instruction, il est aligné. Quand je suis arrivé chez mon patron, Alberno, il m'a donné mon premier dossier d'assises à étudier pour lui. Et je suis arrivé dans son bureau effrayé en lui disant, mais monsieur, l'arrêt de renvoi est identique au réquisitoire définitif, qui est identique à l'ordonnance de renvoi, qui saisirait et qui est identique elle-même au réquisitoire du procureur. Et mon patron a eu cette formule géniale, que je n'ai jamais oubliée, mon cher ami, la prochaine fois, arrêtez-vous au rapport de police. C'est-à-dire que le rapport de police, ayant éclairé les faits, arrive à une conviction qui s'empare du juge d'instruction. Et pour l'avocat, c'est un problème, parce que lui aussi, lisant le dossier de police, arrive à cette conviction. Il n'y a qu'au moment où l'avocat éclairera les faits dans un autre sens qu'il pourra commencer à avoir une conviction opposée. Et il arrivera un jour, à force d'éclairer des faits dans l'autre sens, à une conviction opposée devant la cour d'assises. Et ce qui, à mon avis, peut éviter l'erreur judiciaire, mais ne l'évite pas forcément. Et il y a des gens, alors ça peut éviter l'erreur judiciaire, ça peut aussi faire acquitter des coupables. Bon, c'est un moindre mal. C'est pas bien, hein. Un coupable acquitté, c'est une défaillance dans le système de justice. Mais on peut pas faire. Mais il vaut mieux que cette défaillance soit de ce côté-là que de l'autre. Alors la procédure de révision, elle est une soupape absolue pour que le beau fil des convictions ne marche plus. Il y a un caillou dans le raisonnement. Et ce caillou, c'est ce qu'on appelle fait nouveau ou élément nouveau. C'est pour ça que je suis très déçu par la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet. Et même souvent de la Commission, quoiqu'elle est aujourd'hui plus ouverte qu'elle ne l'était au début, mais souvent de la Commission. C'est-à-dire que les faits nouveaux, ou les éléments nouveaux, les éléments inconnus, terme peu usé, l'exigence est trop grande. Et surtout aujourd'hui, où c'est plus pour prouver l'innocence, c'est pour faire naître l'existence d'un doute. Et je trouve que, quelquefois, le souci absolu de ne pas remettre en cause la décision judiciaire s'empare un peu. Il faut changer un peu la mentalité. Il faut accepter que les décisions judiciaires soient remises en cause. Il a fallu beaucoup de temps pour que les magistrats acceptent que leurs décisions étaient remises en cause par la Cour européenne. Il a fallu beaucoup de temps, c'était contre leur gêne, c'était contre leurs convictions. Comment, mais nous on est honnête, on juge en droit, etc. Bon, aujourd'hui ils sont bien obligés d'accepter, et la commission de réexamen, qui marche pas mal, en est la preuve. Alors, est-ce qu'on fusionne les deux commissions? Moi, je ne crois pas. Parce qu'il y en a une qui est sur les erreurs de fait, l'autre sur les erreurs de droit, et franchement, ça me paraît très bien qu'elle soit sur les erreurs de droit. C'est bon. Mais il faut voir que les décisions des magistrats peuvent être remises en cause et qu'il faut l'accepter, que c'est un progrès du droit, un progrès immense du droit. Et donc, moi, je suis... Alors, je vous dis, le doute, c'est le doute. Ça, c'est quand même simple. Il n'y a pas besoin de le qualifier. Alors, on peut dire, le mot raisonnable est très bien. Le doute, c'est le doute. Le doute, c'est l'absence de certitude. C'est tout. C'est tout. Alors, le plus léger doute... Enfin, quand on a un plus léger... Qu'est-ce que c'est qu'un léger doute? Alors, évidemment, il y a les doutes imbéciles. Il y a le doute de principe. Il y a les gens qui doutent de tout. Enfin, le doute, c'est quand même le doute cartésien. C'est quand même le doute... Comment? Mais le moindre doute. Je veux bien qu'on dise... Je trouve que ça affaiblit les choses. Je trouve que le mot doute est un mot suffisant. Le mot doute est un mot suffisant. Alors, le moindre doute, c'est pour dicter un peu aux magistrats qu'il faut qu'ils acceptent... Non, il faut leur expliquer que le doute, c'est le doute. Le doute, c'est l'absence de certitude absolue. Quand vous n'avez plus une certitude absolue, vous avez un doute. Et la certitude absolue, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui doutent de tout, évidemment. On peut dire, effectivement, on peut douter que la Terre tourne autour du Soleil. On peut en douter, on a le droit d'en douter. On a le droit de douter qu'il fait beau quand il pleut. On a le droit. On a le droit de douter de choses beaucoup plus légères. Enfin, ce sont des doutes imbéciles.
Ce sont des doutes déraisonnables. Ce sont des doutes qui ne reposent pas sur la raison. Or, le principe fondamental dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui a été établi à l'issue du siècle des Lumières, le doute, l'élément essentiel, c'est qu'on fait confiance à la raison de l'homme. C'est pour ça qu'on a pris les jurés. Alors, c'est vrai que le juré, c'était cette idée extraordinaire que le juré, forcément, était libre. D'ailleurs, dans le premier texte du serment, on disait, avec l'impartialité qui convient et la fermeté qui convient à un homme libre. Et c'est Napoléon qui a rajouté probe. Il a rajouté probe dans son code d'instruction criminelle. Il a rajouté le mot probe, qui ne signifie rien pour les gens de la Révolution. Quelqu'un qui était libre était forcément probe. Et donc, il n'y avait pas de doute. Mais cette idée de la raison. Alors, moi, je suis tout à fait contre la régression du jury. Par ailleurs, je le dis quand même, depuis 1941, bon, avant, ça avait déjà un peu bougé, mais depuis 1941, le jury n'a cessé de régresser. Le nombre recule, le nombre recule, le nombre recule. On en est arrivé à 6, c'est-à-dire que la moitié du jury, la moitié, pas la majorité, la moitié du jury plus la Cour, ça fait une majorité. Alors qu'avant, il fallait une majorité de jurés. C'est-à-dire que la place du jury recule, à mon avis, où pourtant l'éducation augmente. Alors certes, on prend les jurés aujourd'hui dans le corps électoral, ce qui est à mon avis la moindre des choses, plutôt que de prendre des notables. Mais, bon, moi je suis un fanatique du jury. Et je pense que la révision, c'est de dire, les jurés se sont trompés, les jurés et les magistrats, bon, se sont trompés. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, comme il y a la Cour qui est restée à 9 jurés, je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, parce que ça coûte cher tout ça. Là, on me l'a dit plusieurs fois, la chancellerie, ça, je dirais avant 2012. Mais non, ça coûte cher. Bon. Moi, je pense que là, l'examen par les magistrats, avec le doute, bon, donc le texte n'est pas énormément à modifier, n'est pas à bouleverser totalement. Il est à améliorer. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'on arrive à ce qu'il y ait plus de révision. Voilà. Plus de révision, parce qu'il y a plus d'erreurs pénales que de révisions acceptées. Quelques questions. Une avocate nous a proposé d'élargir un peu ce paragraphe 4 de l'article 622. Donc, je rappelle, révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ou un élément non débattu pendant le procès. Le président de la chambre criminelle était vent debout contre en disant qu'avec cela, c'était sans limite. À partir du moment où il y a la motivation et où, dans la motivation, les éléments à décharge invoqués ne seraient pas évoqués. À partir du moment où il y aurait un vrai sténo ou un film et où l'élément n'aurait jamais été évoqué oralement, si un élément qui se trouve dans le dossier n'a pas été évoqué oralement, les jurés n'ont pas pu, les jurés et les assesseurs. Seul le président peut en avoir connaissance. Et il peut l'avoir oublié. Si l'avocat et le président n'en ont pas parlé, c'est vrai que... Alors ça, c'est... Vous savez, un avocat pénaliste comme moi, nous recevons énormément de demandes de gens qui nous écrivent pour faire des demandes de révision. Moi, j'en fais pratiquement jamais. Pourquoi ? Bon, parce que je n'ai pas d'éléments nouveaux. Voilà, il faut bien le dire. Et que je trouve inutile d'aller encombrer les choses, d'aller faire des simagrées. Mais il est évident qu'il y a quand même beaucoup de gens, et il y en a qui écrivent des lettres touchantes, bouleversantes, avec des éléments probants. On voit les parents, la famille, on est convaincu, on dit mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pourquoi avez-vous été condamné ? Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'audience ? Mais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. C'est pas possible. C'est dans le dossier que vous m'avez amené, c'est en toutes lettres dedans. Ben oui, mais je vous assure, on n'en a pas parlé. Alors, on téléphone aux journalistes, est-ce qu'on en a parlé ? Non, on n'a pas parlé de la bâche. Ben non, on n'a pas parlé. Mais ce n'est pas un élément nouveau, puisqu'il était dans le dossier. Et c'est vrai que si l'avocate qui vous a proposé cela, à mon avis, c'est une proposition audacieuse, mais c'est peut-être une proposition qui n'est pas à écarter à la condition que l'on ait un compte-rendu de l'oralité des débats. Quelque chose qui prouve ce qu'a été l'oralité des débats. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ce n'est pas la motivation d'aujourd'hui qui peut le faire. Bon,
motivations, j'aurais pu vous en amener quelques-unes, vous les verriez. Bon, ce sont des magistrats épuisés qui font leur tâche rude en noircissant une feuille de papier. Alors, justement, sur la loi de 2011, sur la motivation, normalement, il y a un délai de 3 jours, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai jamais vu utiliser, tiens. Pour les affaires dites complexes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où l'on rende obligatoire une motivation complète, il faudrait laisser un délai de 10 jours pour les 3 magistrats, qui en ont la responsabilité, ils n'ont pas à reconvoquer le jury. Donc, on rend la décision et ils ont 10 jours après pour déposer leur motivation. Je suis assez d'accord. C'est un principe de confiance aux magistrats. On peut bien faire ça quand même. Donc c'est à eux qu'il leur appartient de le faire sans reconvoquer le jury. C'est à eux qu'il leur appartient de faire cette motivation en ne se fondant que sur ce qui a été débattu, sur l'oralité des débats. Et voilà. Pas en se fondant sur des choses qui n'auraient pas été débattues pas en se fondant. Ça, c'est la difficulté. Voilà. C'est la difficulté. Ça, c'est la difficulté parce qu'on ne va pas savoir, par définition. Il y a des moments où il faut faire quand même confiance au juge. Oui, je crois aussi. Voilà. Je crois aussi que c'est cette solution, à savoir, on rend la décision et on a 10 jours pour une motivation complète. Et on évacue tous les problèmes avec ça. Un peu comme ça se passe lorsque dans un jugement correctionnel qui est rendu sur le siège, il y a un appel. Tout le monde sait que lorsqu'il y a un appel, la motivation n'est pas la même que s'il n'y avait pas d'appel. Non, mais bien sûr. Ça, bien sûr. Bon, donc, oui, ça m'intéresse beaucoup, votre avis là-dessus. Non, mon avis là-dessus. Je sais, certains de mes confrères me diront que c'est très mal d'avoir cet avis, mais moi je l'ai. Oui, ça rejoint tout à fait ce que je pense. L'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est les pouvoirs de la commission de révision. Est-ce que la commission de révision doit pouvoir remettre en liberté la personne condamnée ou pas? Je pense que la commission de révision doit pouvoir le faire. Après tout, nous avons affaire à des magistrats qui ne feront pas cela pour n'importe quoi. Parce que je pense qu'effectivement, à partir d'un moment où ils ont remis en cause les choses, moi je ne serais pas choqué du tout qu'ils le remettent en liberté. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Le Prince. Oui. Avec la réarrestation. Après. Ce qui a créé un choc judiciaire souligné par tous les magistrats extraordinairement fort. Et c'est pour ça. Ah oui, c'était terrible ça. Et c'est pour ça qu'ils estiment que c'est à la Cour de révision et non pas à la commission de révision de se prononcer là-dessus. Je sais, mais enfin, c'est vrai. Ceci étant, laisser quelqu'un dont on pense, c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'histoire de la présomption d'innocence, il ne peut plus être présumé innocent puisqu'il a été... Oui, non, mais je sais, il y a des décisions sur ce sujet, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que laisser quelqu'un en prison dont on estime qu'il n'a pas été condamné correctement, et on va le dire dans une décision, il y a quelque chose d'un peu choquant. Et moi, après tout, est-ce qu'on pourrait permettre au parquet général de faire un appel? J'en sais rien, mais non, je trouve que après tout, c'est bien. On ne va pas régresser sur la situation actuelle. L'autre chose, c'est, je voudrais avoir votre avis sur les pouvoirs du procureur général. Vous savez que le procureur général n'a pas la possibilité de saisir la commission de révision. Le procureur général nous a fait savoir, M. Marin, que cela lui semblait totalement anormal, alors même qu'il a la possibilité, dans le cadre de la commission de réexamen, d'intervenir. Simplement, je tiens à dire, pour la vérité des choses, que je crois savoir que pas une seule fois, le procureur général n'est intervenu en cadre de réexamen. Je le dis, parce que c'est... Mais il nous semble, en tout cas Georges Fenech et moi-même, qu'un équilibre doit être trouvé entre les personnes susceptibles de saisir la commission de réexamen et les personnes susceptibles de saisir la commission de révision. Est-ce que vous êtes d'accord? Franchement, je n'avais pas pensé à ce problème. Le garde des Sceaux peut le faire quand même. Oui, toujours. Tout à fait. C'est ce qu'il a fait dans l'affaire. Le garde des Sceaux peut le faire toujours. Le procureur général de la Cour de cassation n'est pas en position hiérarchique par rapport dans une position particulière.
normalement, il n'a pas les dossiers. Il ne les a pas, ces dossiers. Il faudrait qu'il soit saisi. Il faudrait que quelqu'un saisisse le procureur général d'une affaire. Normalement, il n'a pas accès à des dossiers qui ont déjà été jugés, le procureur général. Bon, ceci étant, franchement, ça ne me gêne pas que quelqu'un d'autre puisse saisir la commission. Ça ne me gêne pas, mais juridiquement, je ne vois pas très bien pourquoi. Alors que dans le réexamen, le procureur général a quelque chose, c'est-à-dire qu'il a connaissance de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ayant connaissance de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, normalement, il en est informé. Là, il a une sorte de légitimité à intervenir. Mais le fait nouveau, le procureur général n'a pas à en être informé, à moins qu'effectivement la personne lui écrive. Mais bon, écoutez, franchement, voilà, ça ne me gêne pas qu'il y ait une personne de plus qui puisse saisir la commission. Ça sera une chance de plus. Mais j'ai du mal à en voir la logique juridique. Alors, ben, je vais peut-être vous pousser un peu le raisonnement. Prenons pourquoi est-ce que dans l'affaire de 2000, où il était impossible de faire appel de la décision d'acquittement, pourquoi est-ce qu'en 2002 ça a été différent? Parce qu'il y a eu un cas dans le Midi de la France, à Marseille, vous connaissez l'affaire. Bon. Je connais par cœur. Et c'est à la suite de ça que j'ai été battu. J'avais même déposé une motion de procédure contre le gouvernement que je soutenais. C'est tout dire. Nous étions d'accord. Je reviens maintenant devant la commission de réexamen. Parce qu'il y a un délai d'1 an. Je prends le cas où 2 personnes sont co-accusées, co-condamnées. Il y en a une qui saisit. Ah, d'accord. Une saisit, elle obtient gain de cause, l'autre, dans le délai d'1 an, ne saisit pas, et à partir de ce moment-là, elle ne peut pas obtenir gain de cause. Elle ne peut pas être rejugée, parce que le plus souvent, on est rejugé. Faire annuler, par exemple. Bon, il y a là, du fait d'une erreur de procédure, d'un défaut, des conséquences gravissimes. J'ai donc demandé au président de la commission de révision, mais est-ce que c'est pour vous un fait nouveau ? Me dit, un fait de procédure n'est pas un fait nouveau. Non mais, je lui dis oui, mais il faut trouver une solution. Est-ce que c'est pas un événement inconnu ? Et le président de la chambre criminelle lui-même de me dire, il faut trouver une solution. Et la solution serait, à partir de ce moment-là, de laisser au procureur général, hors délai, la possibilité de ressaisir dans le cadre d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Bon. Est-ce que ça vous conviendrait, cette solution ? Ça me convient. Ça me convient, on trouve toujours un habillage juridique possible, c'est bien. Bon, parce que on hésitait entre le garde des Sceaux et le procureur général, et on a pensé que le procureur général, dans le cadre du pourvoi dans l'intérêt de la loi... Oui, non, c'est bien. Voilà, ça, on va retenir ça, n'est-ce pas ? Oui. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui nous semble très important. Maintenant, je voudrais aller plus loin avec vous sur la décision rendue par la Cour de révision lorsqu'elle admet que le doute existe. Est-ce qu'elle doit renvoyer devant une cour d'assises ou pas ? Écoutez, voilà. C'est d'ailleurs la question que je me suis posée quand j'ai travaillé l'affaire Dreyfus. C'est très intéressant parce que la Cour de cassation a dit il ne reste plus rien. Il n'y a rien à juger puisqu'il ne reste plus rien. C'est exactement ça. Sans ça, là c'est vrai que la Cour de cassation estime qu'il existe un doute. Mais c'est vrai que c'est là que revient... Alors, je suis incertain dans ma réponse, je vous le dis tout de suite. C'est là que revient le souci qu'avaient certains de réintroduire les jurés dans la Cour de révision. C'est vrai que c'est là qu'on peut réfléchir à cette question. La justice populaire a décidé de condamner quelqu'un. Les magistrats infirment la décision. Est-ce qu'il ne conviendrait pas que les jurés rejugent ? Alors, est-ce qu'on peut laisser le choix ? Ils l'ont actuellement, les magistrats de la Cour de cassation. Ils l'ont. Mais est-ce qu'affirmant qu'il existe... Ce que je crains un peu, c'est que dans notre période de victimisation, dans notre période où l'opinion publique pèse dans des conditions que je trouve inadmissibles, mais c'est comme ça, lourdement quelquefois, ne craint-on pas que de telles décisions
soient des décisions qui provoquent des réactions que je condamne évidemment fortement. Il faut que la justice soit acceptée. Est-ce que, après une décision d'assises, une justice rendue, je ne dis pas en catimini parce que c'est public, mais enfin, ce n'est pas le même genre de publicité. J'hésite, parce que tout ce que je suis tente à vous dire, on ne juge pas. Mais en même temps, il y a quelque chose qui heurte un peu ma confiance absolue dans le jury, si vous voulez. Voilà. Voilà, mais c'est un peu difficile parce qu'on renverrait devant une autre cour d'assises et c'est vrai que dans des affaires où le poids de l'atrocité, par exemple, des faits, etc., de la mauvaise présentation d'un homme, peut à ce moment-là jouer contre son innocence, et du moins le doute. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Dick. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Disons que ce serait très bien qu'on ne les renvoie pas. Disons que je crains que ce soit un progrès trop grand. Parce que l'autre interrogation que je me pose, c'est que à partir du moment où on renvoie devant une autre cour d'assises, il n'y a pas d'indemnisation possible tant que la nouvelle cour d'assises ne s'est pas prononcée. Ah non? Il n'y a pas d'indemnisation tant que la nouvelle cour d'assises ne s'est pas prononcée. Et dans l'affaire... On revient à la présomption d'innocence. Ah oui. On revient à la présomption d'innocence. Dans l'affaire machin, il n'est toujours pas indemnisé. Ah non, on revient à la présomption d'innocence. On ne peut pas indemniser, parce qu'effectivement, si vous voulez, c'est vrai que avec la Cour de cassation, en toute matière, d'ailleurs, a certaines tendances aujourd'hui. Il y a casser sans renvoi. En matière pénale, souvent, dans les affaires de presse en particulier, la plupart des décisions sont maintenant rendues quand il y a une cassation. Cassation sans renvoi. Vous voyez, je suis hésitant parce qu'au fond, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où la Cour de révision a estimé qu'il y avait un doute, on va en rester là. Est-ce que, de toute façon, aujourd'hui, elle a tel mal à admettre la révision que, j'allais dire, est-ce que le fait qu'on ne les rejuge pas pousserait la Cour de cassation à refuser plus facilement? Voilà c'est un danger, ça. Voilà ce qu'on peut se demander. Oui. Le fait de les rejuger fait que la Cour de cassation se décharge un peu du poids de cette décision de remettre en liberté quelqu'un qui a été considéré par tous comme un coupable. Oui. Je comprends le problème. Mais j'hésite un peu, mais enfin voilà. Oui, nous aurons à réfléchir vraiment. Là, c'est vraiment un problème sur lequel il va falloir réfléchir. Je pose à tout le monde. Hein, non, mais je ne sais pas comment répondre les autres. Ils sont peut-être moins embarrassés que moi. Non. Moi, je suis embarrassé. Non, ça ne pose d'évidence pas à personne. Oui, voilà. Voilà, et effectivement, dans l'affaire Machin, parce que nous avons oui. reçu les spécialistes de l'affaire Machin ce matin, des journalistes qui ont écrit, on a appris que ça avait duré plusieurs années et que, alors même, c'est en 2008 que la personne est venue, mars 2008, que le véritable coupable est venu se dénoncer, M. Machin n'est toujours pas indemnisé à la fin 2013. Oui, alors là, surtout. Bon. Il n'est toujours pas indemnisé à la fin 2013, alors qu'il a fait 7 ans en prison, je crois. Oui, non. Au moins 7 ans. Et vous savez, c'est vrai, on a fait un tel progrès sur l'indemnisation aussi. Et qu'il n'y a même la loi de 2000 a fait un progrès considérable sur l'indemnisation. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a même pas eu de provision de données, d'après ce que je crois, de ce qu'on m'a indiqué. J'ai eu dans ma vie quand même un certain nombre d'acquittements. Et 2 fois sur 3, quand on allait devant cette commission, qui a été une commission émanation de la Cour de cassation, d'ailleurs, comme oui. On n'avait rien du tout. Rien du tout. Cette commission rejugeait et estimait qu'il était en liberté, il avait bien de la chance. Bon, c'était terrible, il n'y avait pas de motivation. C'était une décision sans motivation. Bon.
Donc, j'ai bien connu ça, et c'est vrai que je trouve que l'indemnisation, la loi de 2000, en donnant compétence au président de la Cour d'appel, a considérablement amélioré les choses. Et il y a aujourd'hui de véritables indemnisations de la détention provisoire, c'est sûr. Ça me paraît... Et là, il faut essayer de tout faire pour faire l'indemnisation. C'est vrai qu'il faut essayer, mais c'est vrai, nous avons là un vrai problème. Si on choisit de faire que la Cour de cassation casse sans renvoi, révise sans renvoi, Annule sans renvoi. C'est bien, ça va plus vite, c'est très bien. Je ne voudrais pas que cela incite trop la Cour de cassation à ne pas le faire. Oui, je saisis. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, effectivement, je saisis parfaitement ça. Eh bien, écoutez, Maître Leclerc, c'est un grand plaisir pour moi, je vous le dis, de vous avoir entendu. Si vous avez une note à nous faire parvenir... Peut-être, oui, je vais faire parvenir une note. Très volontiers. Mais je dois vous dire que... La note de Mme Lazer, je la connais. La note sur de le Mme code. Les Lazer, deux notes. il se trouve qu'on en a parlé hier. Les deux notes sont très intéressantes, mais j'aimerais avoir votre position, ne serait-ce que pour l'histoire aussi, parce que nous allons laisser tout cela ici, avec toutes les pièces, et peut-être que dans un siècle, on regardera un peu tout ça. La chance c'est important. Mme Lazer, c'est sa compétence. C'est extraordinaire. C'était remarquablement et je vous dis, bien motivé. La CNCDH n'a pas forcément une vision monolithique sur un sujet pareil. On peut avoir certaines divergences, mais dans l'ensemble, il se trouve que je suis complètement d'accord. Eh bien, de ce fait-là, sur ce que vous souhaitez accentuer... Si vous voulez, je vais vous faire une petite note sur peut-être 2 ou 3 points très volontiers. sur lesquels je diverge un peu. Voilà. Donc une note assez brève, où disant, voilà, je suis d'accord avec Mme Lazer, mais il y a 2-3 points sur lesquels j'ai peut-être mon expérience m'amène peut-être à avoir une autre... Nous en sommes d'accord, et j'aimerais vraiment avoir votre avis sur l'affaire du non débattu. Le fait nouveau serait quelque chose qui n'a pas été débattu. Ah oui, mais ça je crois que c'est ça. Je crois qu'il va falloir y arriver, mais attendez, on est complètement confronté au problème de l'oralité des débats avec ça. C'est vrai que tout cela est très compliqué. Nous avons une procédure dont les fondements datent de 1789, de 1791. Bon, les fondements, mais ces procédures devraient être complètement aménagées. Mais sur l'aménagement des procédures, je ne suis plus très optimiste depuis la fin de la commission de Basse-Marty en 1992, où nous espérions beaucoup. Oui, on a hésité en 1997 à reprendre tout ça, je m'en souviens très bien avec Mme Guigou. Non, mais en tout cas, on ne l'a pas fait. Je crains de ne plus le voir de mon vivant. Oui, ça je crois. Moi aussi. Monsieur Henri Leclerc, Maître Henri Leclerc, nous vous remercions beaucoup.